Dans la télé d'ici ce soir, on s'offre encore une fois une plongée en totale immersion dans l'univers du cinéma made in Côte d'Ivoire pour en comprendre tous les contours, les paramètres, les réalités, les difficultés auxquelles sont confrontés les différents acteurs de l'écosystème avec trois acteurs clés, je serais tenté de rajouter, de cet écosystème-là. Docteur Adiko Jean-Michel, il est enseignant, chercheur en cinéma et production audiovisuelle à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Alexandra Hamon, actrice, productrice, et Olivier Koné, qui est donc réalisateur. On n'oubliera pas donc les rubriques, les chroniques incontournables à retrouver donc ce soir, à la loupe avec Pierre, qui reviendra sur une actualité qui est passée quelque peu inaperçue. C'est le rappel de l'ambassadeur de France donc à Paris. La mi-temps de l'INSEE également à retrouver ce soir dans la télé d'ici. Pour le volet artistique, sur la scène de la télé d'ici, on sera rejoint par la compagnie Mam Arts. Ce sont des danseurs. La télé d'ici, qui vous le savez donc, se veut aussi révélatrice de talent. L'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Télévivé ce soir dans la télé d'ici sur NCI, le cinéma ivoirien. Avec donc nos trois invités, on va en parler de bout en bout et on espère que 1 heure, 5 minutes suffiront justement à élaguer toutes les questions relatives donc à cet autre domaine porteur. On a beaucoup de plaisir d'être en compagnie de Dr Adiko Jean-Michel, enseignant-chercheur. Bonsoir, bienvenue. Merci, bonsoir. Alors vous êtes enseignant-chercheur en cinéma et production audiovisuelle, c'est bien cela? C'est ça. Si je vous demandais tout de suite de façon péremptoire comment se porte le cinéma made in Côte d'Ivoire, vous diriez quoi? Le cinéma ivoirien se porte mieux. Mieux. Pas bien, mais mieux. Mieux. Pourquoi mieux? Mieux par rapport à une époque, j'imagine. Oui, mieux par rapport à une époque. Et puis avec le numérique, aujourd'hui, il y a une latitude de tourner les films aujourd'hui avec les nouveaux réalisateurs. D'accord. Donc je veux dire, il n'y a plus de contraintes. Donc, et puis avec la production qu'on connaît aujourd'hui, qui font le tour des festivals. Oui. On va en parler tout à l'heure. Donc je pense que le cinéma ivoirien se porte nettement mieux. Bon, d'accord, c'est votre avis et on le note. Alexandra Hamon, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes actrice, productrice. Oui. On a avec nous de jeunes étudiants en licence en psychologie, licence 1 de l'université de Cocody, qui aimeraient bien savoir c'est quoi la différence entre une actrice et une productrice et une réalisatrice. Vous diriez quoi? Alors, c'est à trois différents positionnements de la caméra, je dirais, pour faire simple. L'actrice, elle est devant la caméra parce qu'elle interprète un rôle. La productrice et la réalisatrice sont derrière la caméra. D'accord. La réalisatrice ou le réalisateur, c'est comme le chef d'orchestre. Et le producteur, c'est celui qui manage ou qui est le project manager pour un film. Et qui donne l'argent aussi. Qui en cherche, en tout cas. Qui en cherche. Bienvenue, Alexandra Hamon. Merci. Bienvenue également à Olivier Koné. Vous êtes réalisateur. Oui, merci. Est-ce que vous pouvez compléter cette définition du réalisateur? Le réalisateur, comme le disait Alexandra tout à l'heure, en fait, le réalisateur, c'est vraiment le chef d'orchestre. C'est ce qu'on appelait au théâtre le metteur en scène. C'est vraiment celui qui manage toute l'équipe sur le plateau de tournage. C'est celui qui fait le pont entre toutes les composantes en fait, de l'équipe technique. D'accord. Et donc, c'est vraiment ce gars qui dirige tout, ce gars ou cette go. Donc, un film sans réalisateur, c'est pas possible, mais un film sans producteur, c'est possible ou pas? Un film sans réalisateur, c'est pas possible. Un film sans producteur, c'est pas possible. C'est vrai? Parce qu'en fait, le producteur, comme elle le disait, le producteur, c'est celui qui arrive à réunir toutes les finances nécessaires à la production du film. Et le réalisateur, c'est celui qui manage l'équipe sur le plateau de tournage. D'accord. Donc, c'est vraiment une équipe, c'est une complémentarité, en fait. Très bien. Bienvenue. Merci. Ça va, l'INSEE? Ça va, Pierre? Très bien. D'accord. On a deux invités qui sont plutôt, vraiment, j'ai envie de dire, au four et au moulin. C'est vraiment des acteurs et tout. Donc, on va essayer de regarder un peu ce petit medley qu'on a préparé déjà pour Alexandra Hamon,
Question donc de permettre aux téléspectateurs de la télé d'ici de se faire une petite idée de ce qu'elle fait. Voilà. Elle est actrice et productrice, on l'a dit. Avec qui il vit depuis 6 ans. Edouard, t'es pas encore prêt? Prêt pourquoi? Et tu as oublié qu'on doit partir au déjeuner d'anniversaire de Carole. C'est dans 30 minutes, hein? Quel anniversaire encore? Edouard, ne commence pas, s'il te plaît. Ok, alors le dernier point de ma réunion. Pour ce dernier point, j'ai quelque chose de génial à vous présenter. C'est une innovation. Over? No, it's just the start. This edition means the world to me. And 3 people they enter. So you need to look for 2 people who go join you before I go let you enter. We are 3 now. Alors, Alexandra, dans laquelle de posture vous vous sentez le mieux, productrice ou actrice? Je dirais les deux. Je suis, si vous voulez, c'est peut-être un peu plus simple d'être actrice parce qu'on interprète un rôle, donc on sait déjà exactement ce qu'on attend de vous, alors que... Aller chercher l'argent, c'est compliqué. Pour qui ça ne l'est pas? Je ne sais pas. Hein. Non, peut-être que c'est différent dans le domaine du cinéma, je ne sais pas. Non, ça demande autant d'efforts et c'est surtout que c'est long, le processus est très long et ça demande pas mal de compétences managériales surtout. Et en tant que productrice, si vous voulez, c'est vous qui amorcez le projet, vous êtes responsable de pas mal de choses, vous êtes la responsable juridique, la responsable de ce projet-là, et vous devez tout faire pour porter ce projet à l'existence. D'accord. Donc, ça demande beaucoup d'efforts. Et dans le contexte ivoirien, il est préférable d'être acteur ou producteur? Ça dépend. Après, quelle est la motivation? Ça dépend. Si elle est économique, je dirais plutôt producteur. Maintenant, bien évidemment, quand on est acteur, parce qu'on se sent, on a le talent, on sait qu'on a envie, on se sait capable d'interpréter certains rôles, des rôles. Mais évidemment, le métier ne paye pas toujours comme on le souhaite. Donc, j'ai envie de dire que c'est peut-être un peu plus facile ici, plutôt que productrice, où ça demande vraiment beaucoup plus d'efforts pour arriver à ses fins. Est-ce que le réalisateur que vous êtes, Olivier Koné, vous êtes épanoui en Côte d'Ivoire? Dans l'exercice de votre métier, on s'entend bien. Épanoui, je dirais qu'on aspire vraiment à cet épanouissement. Hein. Moi, personnellement, ça fait pratiquement 15 ans que je fais ce métier-là. Je ne vis que de ça. Donc, c'est vraiment une passion qu'on développe. On travaille de sorte à ce que l'épanouissement arrive après. Et je pense que de plus en plus, on est vraiment en train d'atteindre ce niveau-là, en fait. D'épanouissement. Le niveau d'épanouissement. On va regarder ce que vous faites. Ou ce que vous avez fait en 1 minute, et puis on... Au secours! Mais où je suis? Le docteur m'a tout dit. Il y a beaucoup encore des enfants. J'ai ce que tu m'as demandé. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu as osé? Tu as osé éteindre la télé. Tu n'as donc aucun respect pour ma personnalité. Comme si tu connaissais l'orthographe et la signification du mot respect. R-E-S-P-E-C-T. Respect, capiché. Alors pourquoi tu l'appliques pas, hein? Pourquoi tu l'appliques pas? Parce que c'est au plus gros de respecter les... On parlait il y a quelques minutes d'épanouissement personnel, d'épanouissement professionnel plutôt. Qu'est-ce qu'il faudrait changer pour que vous soyez pleinement épanoui en Côte d'Ivoire dans votre métier?
En fait, changer, je ne pense pas qu'il faut changer. Peut-être il faut dire aux producteurs de trouver plus de moyens. Ah, donc la productrice est à côté, donc je pense que... Parce qu'actuellement, je pense que notre cinéma, je ne dirais pas qu'il manque de financement, c'est que les financements ne sont pas encore à la hauteur de ce qu'on voudrait donner, en fait. Et donc, je sais, les producteurs se démènent, ils tapent un peu partout à l'international pour avoir des financements, mais c'est peut-être la chose qui manque un peu plus pour vraiment un épanouissement professionnel. Parce que quand aujourd'hui j'ai envie d'avoir un décor et que par manque de moyens ou bien parce que les moyens ne sont pas suffisants, je suis obligé de casser mes standards pour prendre un décor un peu plus bas. Ça arrive souvent? Oui, ça arrive souvent, ça arrive très souvent. Je vais dire que on n'est vraiment pas dans un système où on réunit énormément de fonds pour les productions. Malheureusement, on n'a pas encore beaucoup d'investisseurs privés qui s'intéressent à la chose. De plus en plus, ça arrive, donc je pense qu'on va atteindre ce standard-là. Mais ça arrive souvent qu'on est obligé de casser nos standards sur des décors, sur des accessoires. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Voilà, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'argent de budget. Comment justement on se finance? C'est-à-dire, est-ce que c'est un apport personnel? Est-ce que c'est une coproduction? Est-ce qu'on fait appel à des organismes? Alors, il y a plusieurs schémas. OK. Il y a pas mal de productions, de coproductions, notamment avec les chaînes de télévision. C'est-à-dire, la chaîne a un budget qu'elle alloue à la production de nouveaux programmes, des séries, des émissions, etc. Enfin, de la fiction de manière générale. Donc, c'est le moyen, on va dire, standard, enfin, la méthode standard. Bien évidemment, il y a des personnes aussi qui puisent dans leurs propres ressources, mais ça, c'est beaucoup moins fréquent parce que, évidemment, le cinéma coûte cher, la production est coûteuse. Voilà, c'est très lourd. Il y a beaucoup de personnes impliquées dans une production. Donc, très souvent, on fait appel aux chaînes de télé ou alors aux appels d'offres. On participe à certains appels d'offres de certaines institutions, à l'international ou même localement. Et comme il disait, Olivier, le privé commence à s'y intéresser progressivement, et ça, il faut le saluer, parce que c'est vrai que ces cinq dernières années, il y a eu de l'évolution. Certains annonceurs se greffent sur des projets via les placements de produits. Voilà, c'est-à-dire, vous allez voir dans certaines productions un objet ou un truc, bon, c'est moyennant une petite somme d'argent qui aide aussi à alléger les charges de production. Donc, c'est l'ensemble, la combinaison de toutes ces choses qui permet de financer des productions. Voilà. Évidemment, on n'est pas à Hollywood, loin de là. On n'est même pas aux côtés, on ne peut pas se comparer à Nollywood à côté où ils ont une industrie qui est bien huilée depuis déjà plusieurs décennies et ils font des productions avec pas grand-chose. Hein. Quand je dis pas grand-chose, c'est-à-dire, si je dois chiffrer, c'est peut-être quoi, un long métrage qu'ils tournent en une semaine, ça peut peut-être valoir $30 000 ou 30 000, 40 000 $ par exemple. Et voilà. Ici, si on peut comparer avec ici. On multiplie par 2 ou 3. Voilà. Pourquoi Qu'est-ce qui explique cela? Écoutez, quand on est habitué à le faire, on met un système en place. D'accord. Et ça fait qu'on réduit le timing, le temps de tournage. Et on réalise aussi des économies d'échelle parce qu'on travaille avec les mêmes équipes sur une certaine période, sur plusieurs projets. Par exemple, moi, j'ai pas mal d'amis, de collègues au Ghana et au Nigeria, des acteurs notamment, enfin acteurs, producteurs, réalisateurs, qui ont l'habitude de tourner des productions en un laps de temps de 10 jours ou 2 semaines max. Et ici, on met combien de temps, par exemple? On va plutôt mettre 1 mois, 2 mois? Il faut compter à partir d'1 mois, 2 mois, oui, au minimum 1 mois. Pour un long métrage? Pour un long métrage. Pour un long métrage, 40 jours, entre 30 et 40 jours, si tout se passe bien. Pour une série, c'est 2 mois, 3 mois, voire 6 mois ou plus. Voilà, ce qui est extrêmement long et ça fait que justement nos collègues dans les pays anglophones nous regardent avec un air mais pourquoi vous prenez autant de temps? Nous, en une semaine, on a tout bouclé et on arrive à faire un super chiffre d'affaires. Voilà. Alors, docteur Dicko, quels sont les mécanismes ou du moins quelles sont les entités en place au plan national pour accompagner justement ces producteurs-là? Et est-ce peut-être la raison, au vu des explications que donne Alexandra, est-ce la raison pour laquelle on n'a pas de production à grand budget et de grande qualité, comme on aimerait en disposer? Comme Olivier disait tout à l'heure, il y a au plan national, il y a une volonté politique quand même qui est en train de se dégager depuis 2012, avec le fonds SIC,
le fonds de soutien à l'industrie cinématographique qui est logé au ministère de la Culture, donc qui met un fonds à la disposition de combien? On a une idée? Bon, là, je ne vais pas m'aventurer parce que... Moins vous avez moins d'un milliard, oui. Parce que je moins d'un fais milliard. partie du conseil Moins aussi d'un du milliard, Fonds. ouais. Moins d'un milliard à répartir en entre tous les francs acteurs. CFA. Et comment ça se passe alors? Ils accordent des prêts aux producteurs qui doivent Ce sont rembourser? des subventions Oui. remboursables, Remboursables, sans intérêt. sans intérêt. Et c'est obligatoirement remboursable? Ou c'est pas des dons? Ce ne sont pas des dons. D'accord. Voilà, ce sont des subventions voilà, pour aider un film déjà à naître et en espérant qu'il y ait quand même un profit ou un chiffre d'affaires qui soit... voilà, qui sortent. Et quels sont les critères? Pour vous subventionner, il faut bien que l'État ait confiance en ce projet. En gros, voilà, quels sont les critères pour bénéficier de ces subventions? Alors ça se passe notamment par appel d'offres. Ça veut dire qu'il y a une note d'information, une information qui est portée au public via un site web ou dans la presse ou dans le journal national, déjà qui fait appel à tous les producteurs et réalisateurs pour qu'ils puissent participer. Et il y a des critères à suivre. Une liste de documents à fournir, par exemple le CV détaillé, le résumé, le synopsis, le scénario et tout ça. Enfin, c'est exactement les mêmes demandes que n'importe quel appel d'offres à l'international, comme par exemple l'OIF, la francophonie. Donc il y a un dossier à constituer. Vous parlez d'appel d'offres, ça veut dire que ça émane du FONSIC. Est-ce que ce n'est pas plutôt dans l'autre sens? Moi, je suis un producteur privé, j'ai besoin de financement, j'adresse un courrier avec une documentation au FONSIC pour bénéficier d'un fonds. C'est pas comme ça que ça marche? Disons non, pour pouvoir organiser mieux les choses, il y a peut-être 1 ou 2 appels d'offres par an, de manière à permettre à tout le monde de se préparer, d'avoir assez de temps de constituer son dossier. Très bien. Et de participer. J'imagine que quand vous parlez d'épanouissement, ça passe aussi par la complexité des projets. Vous qui êtes chercheur, comment vous diriez que le cinéma ivoirien a évolué en termes de complexité dans ses apports, dans ses scènes, dans ses... Moi, je vais plus parler aujourd'hui au niveau de... C'est complexe. Bon, je ne peux pas dire la complexité parce qu'aujourd'hui, avec le numérique, comme je le disais tantôt, il y a eu quand même une avancée, une facilité dans le tournage, dans la production. Donc, comme Olivier le disait, s'il n'y a pas de financement, effectivement, il va y avoir des cassures de standards. On ne peut pas faire des scènes avec des hélicos. Heureusement qu'aujourd'hui, avec le drone, ça réduit un peu les coûts Donc on n'a pas besoin de louer des hélicoptères, c'est ça? Non. D'accord. Ça passe. OK. Comment on rentre dans ces fonds? Vous parlez très terre à terre. On a financé une production. Quel est le business model qui suit pour justement rentrer dans ces fonds et générer aussi des bénéfices, par exemple? En fait, pour ce qui est de la production, je suis nouveau producteur, je ne suis pas ancien producteur comme elle, c'est maintenant que je commence. Mais pour ce qui est de la production, en fait, un film, on doit penser à la rentabilité déjà dès le départ. C'est-à-dire qu'on n'écrit pas un scénario juste parce qu'on aime le thème, juste parce qu'on est... Déjà à l'écriture, on commence déjà à tabler sur, comment on appelle, la rentabilité du projet. Donc, tu vas écrire un film en pensant à ton budget, en pensant à comment tu vas réunir tes fonds, et déjà en pensant à réduire certaines dépenses déjà à l'écriture. Après, il faut avoir une bonne pré-production. C'est super important aujourd'hui parce qu'une pré-production, ça te permet de gagner du temps et de gagner de l'argent, évidemment, parce qu'une journée de tournage, c'est énormément d'argent qui est dépensé. Ça, on l'avait compris. Voilà. C'est ce qu'elle a dit d'ailleurs. Et donc, si tu fais une bonne pré-production, que tu as bien préparé ton tournage, ça te permet de réduire tes coûts de production. D'accord, mais j'attends de vous peut-être une explication peut-être plus académique et plus accessible. Le film, il est produit. Comment on gagne de l'argent? Comment on gagne de l'argent? Est-ce qu'on diffuse d'abord en salle, ensuite sur les plateformes VOD, ensuite la télé? Enfin, en gros, comment ça fonctionne? Quel est le voyage du film? Allez-y, Alexandra. Moi, je dirais, en fait, pour faire simple, il faut multiplier le nombre de fenêtres de diffusion, tout simplement. C'est pour vous donner une image toute simple. C'est comme si vous avez un produit que vous avez fabriqué qui sort de l'usine. Il faut le mettre dans tous les supermarchés, dans tous les points de vente possibles pour pouvoir rentabiliser. Mais vous ne le faites pas tout de suite. J'imagine qu'il y a un ordre de préséance. Il y a
peut-être que le cinéma arrive en premier ou comment ça se passe? La stratégie de distribution, elle commence avant même, par exemple, que le film ne soit achevé par le biais de ce qu'on appelle le préachat. La prévente. C'est-à-dire, si je vais voir une chaîne de télé aujourd'hui ou une salle de cinéma et qu'ils sont captivés, qu'ils accrochent, qu'ils aiment l'histoire, enfin le film que je veux leur vendre, ils peuvent déjà me le préacheter. C'est-à-dire, voilà, on négocie une somme et ça fait déjà un cash que j'ai pu sécuriser. C'est cela. Une fois que le film est sorti, qu'il est prêt, eh ben, c'est là que tout commence. On va à fond la caisse. On commence la stratégie de marketing. On mise sur les salles de cinéma. On essaie de multiplier le nombre de salles où le film sera vu dans le pays, dans la sous-région, sur le continent et même internationalement. On va essayer de le doubler dans d'autres langues parce que plus il y a de salles qui diffusent notre film, plus on gagne de l'argent, plus on vend des tickets. Ça, c'est numéro 1. Alors, vous parlez de vente des tickets. Je vous arrête très poliment. Vous êtes rémunéré sur la vente des tickets ou c'est plutôt un paiement one-shot? Vous cédez le film, non. vous avez... Non, comment en général, comment ça marche? Il y a une part qui revient au producteur sur un ticket, je dis n'importe quoi, 5 000. de 5 000. 2 500 vont à la salle de cinéma, à l'exploitant de la salle, et 2 500 au producteur. Au producteur, d'accord. Voilà. Très bien. C'est comme ça que ça se passe. Les acteurs ont quelque chose ou pas? Ils ont touché leur cachet, en fait. Ils ont déjà fait une tournée. Donc, mais il n'y a pas d'autres ristournes comme ça se ferait aux États-Unis. On tourne avec Denzel Washington. Chaque fois que c'est diffusé, il a quelque chose qu'il perçoit, non? Ça, c'est une négociation intime, peut-être, voilà, personnelle, peut-être entre producteurs. D'accord. On est vraiment dans le cinéma. Intimité, ok. Ça va, je ne vous prends pas au mot, allez-y. Ouais. Tout dépend, par exemple, de la relation, on va dire, quand je dis relation professionnelle, bien sûr, mais intime, entre le deal conclu entre le producteur, par exemple, et l'acteur principal. C'est vrai que vous avez des têtes d'affiche comme Denzel. Ils auront, comme on dit chez nous, un intéressement, par exemple, sur les recettes même du film, n'est-ce pas? Hormis le cachet, on peut lui dire, bon, toi, tu auras peut-être 0,5% sur les recettes que vont générer le film après sa sortie, pendant 5 ans, pendant 10 ans, etc. Okay. Ça arrive aux États-Unis, d'ailleurs. C'est cela. Donc, c'est plus intéressant, je parle financièrement parlant, d'être producteur que d'être acteur. Aujourd'hui, vous savez, aux États-Unis, ça dépend de quel acteur. Les acteurs sont aussi producteurs. Leonardo DiCaprio, il fait les deux. Brad Pitt, c'est les deux. Beaucoup d'acteurs, même noirs, aux États-Unis, sont et acteurs et producteurs. Donc aujourd'hui, tu peux commencer en tant qu'acteur, mais 10, 15 ans, 20 ans plus tard, avec toute l'expérience accumulée, tu décides d'investir dans tes propres productions ou même de donner la chance à voilà, les newcomers, ceux qui viennent d'arriver, et tu finances leurs films. Parlons, laissons les États-Unis un instant. C'est souvent le chemin, justement, choisi. On démarre acteur, actrice et après on devient producteur, productrice. C'est la norme, ouais. C'est la norme. Enfin, pour ceux qui sont acteurs. Oublions les États-Unis, mais restons avec les acteurs. Ils sont bien payés ou pas, les acteurs ivoiriens? Ils sont bien payés, tes acteurs? Moi aussi, je me pose la question. Mais elle est actrice, donc oui, elle pourra répondre. Écoutez, ça dépend de la production. Si c'est une grosse production, je dirais, c'est oui. On parle de série ou de long métrage, déjà? Série. D'accord. Les deux cas de figure. Une série à gros budget. Pour moi, gros budget, est-ce que je peux donner des chiffres? Je sais pas. Oui, bien sûr. On va dire au-delà des 500 millions de francs CFA. D'accord. Un acteur peut avoir un cachet sympa. C'est-à-dire? Entre 2 et 5 millions de francs CFA. Il y en a beaucoup des séries comme ça qui sont... Enfin, quand je dis acteurs, c'est acteurs principaux. Entre 2 et 5 millions, c'est ça? Entre 2 et 5 millions. Pour combien de journées de tournage? Si c'est un long métrage, c'est combien de temps? 2 mois? Un long métrage, comme j'ai dit, ça aussi entre 30 et 60 jours. D'accord. Minimum 30 jours, certains 40 jours, d'autres 50. Mais en général, un long métrage, c'est 35 jours, 35-40 jours. Et un réalisateur, il est payé combien? Mais c'est compliqué. Un réalisateur, il est payé combien? Bon réalisateur en Côte d'Ivoire. Bon, je n'ai pas rajouté bon, hein, je dis réalisateur. Maintenant, bon, c'est vous qui me dites. Un réalisateur en Côte d'Ivoire, il faut comprendre déjà qu'il y a différents types de productions. Il y a déjà les longs métrages et il y a les séries télévisées. Aujourd'hui, l'environnement ivoirien, on est plus porté sur les séries télévisées. Et donc, pour les séries télévisées, en général, les réalisateurs sont payés par épisode. D'accord. Tourné. Combien? Et donc, par épisode, ça dépend. 26 minutes?
Ça dépend vraiment de la tête du réalisateur. Souvent, ça part de, je vais dire, ça peut commencer de 150 à 500 000 francs l'épisode. D'accord. Un peu plus pour certaines productions qui sont un 500 peu 000 plus francs grandes. CFA par épisode? Oui, par épisode pour un Est-ce réalisateur. qu'il y a assez de projets comme ceux-là dont vous parlez à l'année pour bien vivre? En Côte d'Ivoire? Oui. Oui, on parle de la Côte d'Ivoire. Alors justement, c'est un petit peu ça le problème, c'est qu'on estime qu'il n'y a pas encore suffisamment de projets. Assez de production. Il pourrait y en avoir beaucoup plus. Je pense qu'on espère qu'on ira peut-être dans les 5 prochaines années vers le double, voire le triple. Il y a des compétences, mais ça reste relativement faible. Le nombre de productions par an, je mets tout dans la même catégorie. Hein. Séries, long métrage, on peut mieux faire. On peut mieux faire. Et vous parliez tout à l'heure d'études de ce qui est rentable, finalement, dès l'écriture de l'histoire. Quel est le genre cinématographique qui intéresse, finalement, en Côte d'Ivoire et peut-être dans la sous-région, sur lequel tout le monde mise? Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il faut reconnaître que, comme je disais, l'environnement, c'est vraiment les séries télévisées. C'est vraiment le marché qui est le plus porteur. Du coup, la plupart des producteurs aujourd'hui vont sur ce canevas-là, sans oublier les longs métrages. On parle des chaînes de télévision, c'est bien ça? Le genre. Oui, le genre, mais pour les chaînes de télévision. Les producteurs misent le plus actuellement, ce sont les séries télévisées. C'est ce qui est plus rentable, en fait, pour eux. Mais je pense que la question que vous voulez dire, c'est quel genre de série, quel genre de fiction, si c'est drame, film, comédie. C'est ça, exactement. Je dirais plus dramatique. Les gens aiment beaucoup le drame, tout ce qui est mélodrame. Ils aiment l'humour aussi. La comédie aussi. Je dirais 50% drame, 50% comédie, à mon avis. En tout, il faut que l'histoire soit proche de la population. Voilà. Et des réalités. Il faut, le cinéma, comme on le dit, c'est vraiment le reflet de la réalité. Donc du coup, si l'histoire est proche de la population, c'est sûr que vous allez faire 20 000, 10 000 entrées. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes en train de dire que la population ivoirienne a une écrasante majorité anxieuse? Non, pas du tout. Oui, parce que vous dites qu'ils aiment le drame, mélodrame. Non, en fait, quand je et dis... Dr Adiko qui rajoute que ça doit être le reflet de la société. Non, le reflet de la réalité. Ah oui, mais de la réalité de la société. C'est un genre de fiction, drame. Oui. Dans le sens où quand le téléspectateur regarde, il faudrait qu'il voit des situations auxquelles il s'identifie, voilà, dans lesquelles il se retrouve. Des situations de la vie de tous les jours, des problèmes sociétaux, des vrais problèmes de la vie. Et voilà. Et par rapport à la comédie, ça ne fait pas rire du tout. C'est des choses sérieuses, des problèmes sérieux. Et les gens aiment ça. Ils aiment le sang aussi ou pas? La violence? Oui. Je dirais plus film d'action. Peut-être pas violence, mais film d'action, où le gentil et le méchant. Ils aiment un peu ça. Ou bien mon mari m'a trompé avec la voisine. Voilà. Ce sont des histoires qui sont vraiment très proches. L'ami d'enfance de ma femme. Ce sont des histoires vraiment qui sont très proches de la population. Pardon. Il y a peut-être un autre domaine donc, dans le milieu du cinéma qui est celui de costumier. Et je pense que comme vous, c'est des gens qui ont énormément envie de s'exprimer à travers leur création. Est-ce qu'on va peut-être voir de plus en plus peut-être de films historiques où les gens ont la liberté de création, de s'exprimer? Bon, déjà, sur ce point-là, je voudrais intervenir. Déjà, le film historique, c'est sûr que ce sera à gros budget. C'est à gros budget. Le costumier, qui est celui-là même qui fait le costume sur le plateau de tournage, il doit s'armer vraiment de tout ce qui est autour pour pouvoir produire un costume de... Par exemple, si on veut faire un film sur l'indépendance de la Côte d'Ivoire, il faut vraiment... les costumes de 1960. Et il faut aussi créer l'environnement. Il faut créer l'environnement et tout ça. Sinon, recréer l'environnement. Le film historique, on a beaucoup de choses à dire au niveau de l'histoire de la Côte d'Ivoire, mais le film historique, c'est sûr que c'est vraiment un gros budget. Voilà. Très bien. Alors, il y a aussi beaucoup de choses à dire relativement à la politique. Ce soir, on va marquer une petite pause et une halte et parler donc d'un sujet qui est passé quelque peu inaperçu, je pense, noyé un peu dans l'actualité politique de ces derniers jours. C'est évidemment le rappel de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, à Paris. C'est la loupe de Pierre ce soir, après le jingle.
Pierre et sa loupe. Oui, Gilles Huberson, rappelé à Paris par le ministère des Affaires étrangères. C'est le site d'information Mediapart qui a révélé l'information. On lui reproche de s'être rendu coupable de violences sexistes et sexuelles sur au moins 5 femmes. Donc des informations qui auraient été recoupées entre plusieurs pays et sur plusieurs années, parce qu'il a été notamment ambassadeur au Mali en 2013. Selon le Quai d'Orsay et sa chargée de communication, il a été rappelé à Paris dans le cadre d'une enquête administrative qui est donc toujours en cours. Donc on ne va pas épiloguer sur la question, on va juste donner des faits. Selon les témoignages, certains faits donc remontent à 2013 et bien sûr il faut attendre là maintenant près de 6 ans après pour avoir des victimes qui se manifestent auprès du déontologue du Quai d'Orsay. On est bien sûr dans une ère où la parole se libère de plus en plus sur ces questions, donc c'est pas étonnant que ça ressorte cette année. Eh bien ces accusations qui concernent un ambassadeur sont particulièrement importantes pour un État puisque ce dernier est son premier représentant dans un pays étranger, donc une notion qui est rappelée par un guide de déontologie du Quai d'Orsay. Les agents en poste contribuent à l'image de la France. Donc on est de plus en plus sensible à ces affaires et aussi au Quai d'Orsay, notamment en 2018. Jean-Yves Le Drian a fait installer une cellule d'écoute en son sein pour les violences sexistes et sexuelles qui s'appelle Tolérance Zéro. Et donc c'est cette cellule d'écoute qui a justement recueilli tous ces témoignages. La question qu'on se pose, est-ce que ça va être une affaire instruite en justice? Probablement, parce que c'est... Selon l'article 41 du Code pénal français, toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions qui acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en informer sans délai le procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui sont relatifs. Donc, puisque le Quai d'Orsay est au courant, eh bien, on peut estimer que ça va être traduit en justice. Donc, même si ce rappel de l'ambassadeur arrive dans un contexte particulier en Côte d'Ivoire, aucun lien avec la politique. Il n'y a aucun lien avec la situation actuelle. Donc en couloir, on parle déjà d'un remplaçant et il est déjà très connu. Mediapart toujours révèle qu'il pourrait s'agir de Brice Hortefeux, l'ancien ministre de l'Intérieur sous Nicolas Sarkozy. Donc on va bien sûr regarder ce qui va se passer dans les prochains jours avec les éventuelles nominations. Merci Pierre pour cette loupe, pour ce retour sur cette actualité. Qui, on disait donc tantôt, est passé quelque peu inaperçu. On marque une pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de nos échanges avec nos 3 invités sur la situation du cinéma en Côte d'Ivoire. Dans la télévision pour cette émission consacrée donc au cinéma. On marque une autre halte après la loupe de Pierre pour se tourner vers l'INSEE. C'est la mi-temps de l'INSEE. Alors, c'est notre spécialiste sport, on peut le dire, à la spécialiste discutable. Plus ou moins. D'accord, ok. Ce soir, on parle de Cristiano Ronaldo, de Mbappé et d'une sprinteuse. Exactement, d'une surfeuse. Une surfeuse, d'accord. Surfeuse sénégalaise, okay, oui. On va commencer par le foot avec Kylian Mbappé qui a fait son grand retour en Ligue 1 dimanche. C'était pour le match contre Nice. 3-0, dont un but de Kylian Mbappé. C'est donc la 2e victoire des Parisiens en 4 matchs depuis leur reprise. Le prochain match se jouera dimanche contre Reims. Est-ce que vous comptez la défaite face à l'Olympique de Marseille? Absolument pas. D'accord. C'est pour ça. Mais je ne suis... Bon, je suis un petit peu pour le PSG, c'est pour ça. Ah, ok, voilà. on avait compris. Hein. D'accord. On reste dans le monde du football avec Cristiano Ronaldo, bien qu'il soit toujours très performant. Le footballeur arrive tout doucement au crépuscule de sa carrière. 37 buts, 7 passes décisives la saison dernière. Et Andrea Pirlo, qui est le nouvel entraîneur de la Juve, a déclaré qu'il n'excluait pas de préserver Cristiano Ronaldo lors des matchs moins importants, c'est-à-dire qu'il se peut que l'international ait un petit peu moins de temps sur le terrain. D'accord, ok, moins de temps de jeu. Tout à fait. D'accord. Et on termine avec le surf. Kadjou Sambé, la première femme surfeuse professionnelle du Sénégal. Alors, elle s'entraîne près de chez elle dans l'Atlantique. Et Kadjou a toujours vu des hommes s'entraîner. Elle s'est dit, pourquoi pas moi, tout simplement. Donc, hop, elle est montée sur sa petite planche, elle s'est entraînée. Et son but est de représenter l'Afrique en tant que première surfeuse sénégalaise afin d'inspirer toute une génération de petites filles. Ben, c'est comme ici, on a toujours...
On a toujours vu et entendu les hommes parler de sport. Pour une fois, il faut que ce soit une femme, quoi. Et c'est Lindsay qui s'y colle. Merci Lindsay pour cette mi-temps. Alors, vous disiez d'entrée d'émission qu'un film sans réalisateur, c'est juste pas possible. Un film sans producteur, c'est pas possible. Quelles sont les compétences requises pour un film? Première question. Deuxième question, est-ce que vous avez toutes les compétences au plan local? Ou est-ce qu'il faut faire venir des compétences? Je pense, pour ma part, pour ce que je sais qu'en Côte d'Ivoire, de plus en plus, on a les compétences. On a énormément d'écoles aujourd'hui qui font de la formation. Ce n'était pas le cas quand nous, on commençait malheureusement, mais aujourd'hui, il y a de plus en plus d'écoles, que ce soit des écoles étatiques ou des écoles privées qui s'y collent. Donc, on a beaucoup de formations qui se font de plus en plus. Et je pense qu'on est vraiment en train d'avoir des compétences sur le plan local pour quand même donner au public ce qu'il demande, en fait. D'accord. Alexandra, vous n'avez pas de souci de directeur photo, par exemple, s'il y a un tournage? Oui et non. Il n'y a pas de souci parce qu'il y a certains directeurs photo qui sont quand même assez compétents, plutôt compétents, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc moi, je dirais que c'est peut-être le nombre. On est très limité au niveau des compétences parce que, il n'y a pas vraiment beaucoup d'écoles de films ici. Comme on les voit à l'étranger ou même au Maroc ou en Afrique du Sud pour rester sur le continent. Donc ça fait qu'il y a certaines compétences qui sont un peu... il y a une petite carence au niveau de certains métiers du cinéma. D'accord. Et du coup, comment se former? Où est-ce que vous vous êtes formé, par exemple? Moi, je me suis formée aux États-Unis, à New York. Et Olivier? Moi, c'est un parcours carrément atypique parce que moi, à la base, j'ai fait l'université de Bouaké, j'ai fait économie publique à l'université. Okay. Et c'est vraiment par passion que je suis entré dans ce milieu-là. Et j'ai eu la chance d'avoir des maîtres. Et donc, comme on dit souvent, j'ai appris sur le tas. Et donc, ça m'a pris 8 ans. Donc, j'ai un bac plus 8 en formation sur le tas. D'accord, OK. J'ai eu la chance d'apprendre auprès de certains maîtres qui étaient des réalisateurs à l'époque. Mais j'ai vraiment parti du bas de l'échelle, quoi. Commencer par le clap, commencer par tirer les câbles et apprendre le métier. Le script aussi? Oui, le script aussi, parce que ça demande énormément de compétences. Comme on dit, c'est un métier qui a ses codes. Il faut les connaître. On ne peut pas se lever, se taguer d'être réalisateur sans connaître certains codes de trucs. Donc, il faut vraiment les connaître. Et donc, la formation, elle est vraiment capitale, elle est vraiment importante. Et pour certains de ma génération, beaucoup ont appris comme ça. Mais de plus en plus, on a des gens qui font des formations comme Alexandra, qui sont venus de l'extérieur. On a ceux qui se sont formés. On a des réalisateurs aujourd'hui qui se sont formés aux États-Unis, d'autres qui se sont formés au Canada, beaucoup qui se sont formés au Maroc. Oui. Voilà. Mais comment vous expliquez le fait qu'avec toutes ces formations, avec toutes ces nouvelles technologies, les productions d'aujourd'hui, bien des fois, sont en deçà de celles d'hier? Parce que déjà, il faut comprendre qu'on n'est vraiment pas dans le même... Je vais parler très terre à terre. Moi, quand je regarde les films d'Henri Duparc, qui ont été produits en 1980 et tout, et je regarde des productions du 21e siècle, avec des moyens rudimentaires, c'est des productions qui, à ce jour, sont toujours d'actualité. Non, du tout, ce n'était pas des moyens rudimentaires, c'était de grosses productions. C'était des productions, on tournait déjà avec des caméras 35 mm, qui sont des caméras de référence jusqu'à aujourd'hui, qu'on n'a pas les moyens aujourd'hui. On va prendre le mandat de Samben Ousmane. Oui, comme je dis, c'est vrai que ça date, ce sont des films qui datent, mais ce sont des films qui ont été faits avec de gros moyens. Est-ce que ce n'est pas plutôt dans la technique? Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi des moyens très avancés et tout, mais le résultat n'est pas le même. Henri Duparc a été très bien formé à la base. D'accord, formation. Voilà, déjà la formation, si je ne me trompe pas, en Russie et en France. Non, en Russie, c'est plutôt Samben. Samben Ousmane est à 40 ans déjà, il est allé se faire former. Donc moi, je voulais rebondir sur la formation. Effectivement, tous nos étudiants que nous formons aujourd'hui sont plus alliés sur la réalisation. Or, il y a des postes vraiment à pouvoir. Lesquels postes? Vous avez dit le costumier, le premier assistant réalisateur, le script ou la script, ou bien la post-production, où il faut vraiment un montage. Et aujourd'hui, avec les effets spéciaux, il y a vraiment des postes à pouvoir. J'avais posé une question à Idrissa Ouedraogo, une petite colle. Je dis, c'est quoi le poste clé, en fait? Je dirais la première des choses, la scénarisation. On n'a pas parlé de scénario. Mais il était un peu partagé, il avait dit monteur. Parce qu'en fait, on va beau tourner et tout, après, il y a une certaine sensibilité qu'il faut faire ressortir au niveau du montage. D'un côté, le scénario, et de l'autre côté, le montage aussi. C'est deux écritures, parce que le scénario, c'est une écriture, le montage, c'est une autre écriture. Mais pourquoi tout le monde va vers la réal, au final? Mais justement parce que c'est le chef, le metteur en scène. Et quand il va dans les festivals, c'est le réalisateur qu'on voit. C'est lui qui est
Le réalisateur aime bien. Est-ce que ça veut dire que quelque part, les gens qui s'intéressent, qui étudient le cinéma aujourd'hui ne l'ont pas compris dans son essence, puisqu'il y a d'autres choses à faire aussi? Par contre, moi, je vais un peu nuancer le fait que tout le monde parte sur la réalisation aujourd'hui, parce qu'on a quand même énormément de personnes qui se sont lancées dans des corps de métier qui, il y a quelques années, n'existaient pas. Aujourd'hui, on a par exemple un ami à moi qui est accessoiriste. Il a sa société d'accessoires. Et il s'est spécialisé dans les accessoires. Ça a permis de développer des nouveaux métiers. Et donc, il a développé des nouveaux métiers. Il travaille avec des menuisiers, il travaille avec des peintres, il travaille avec des maçons. Il a toute une équipe avec laquelle il travaille. On a un autre ami qui, aujourd'hui, a monté sa société dans le maquillage. Il a carrément une équipe de maquilleurs. Il peut être sur 5 plateaux de tournage aujourd'hui avec son équipe. Okay. Et donc, je nuance un peu le fait de dire que tout le monde se lance sur la réalisation. On a également des postes comme les preneurs de son. Aujourd'hui, on a des ingénieurs son en Côte d'Ivoire, des preneurs de son et des ingénieurs son qui ont constitué des équipes. Donc, les gens s'intéressent quand même de plus en plus aux autres corps de métier quand même. Est-ce à dire qu'il y a une embellie? Parce qu'en fait, pour qu'on crée tous ces nouveaux métiers, c'est bien parce que le marché est prêt donc à absorber toutes ces productions. Est-ce que ça veut dire que c'est de bon augure finalement? Absolument. Je me dis, plus il y a de production, plus il y aura des opportunités, plus il y aura d'opportunités pour tous les corps de métier. C'est pas l'inverse plutôt? Plus il y a des chaînes de télévision et donc des salles de cinéma et plus il y aura de production? C'est vraiment toute la chaîne en fait, toute la chaîne. Il y a plus de chaînes de télé, plus de production, plus d'opportunités pour le personnel, le staff technique, les acteurs, évidemment. Est-ce qu'on peut rajouter plus de qualité aussi? Et plus de qualité. Donc la demande de plus en plus, forcément, la qualité va suivre. Parce que moi, je voulais rebondir sur ce que Olivier vous rebondissez beaucoup, attention de ne pas vous faire mal. Parce que, en fait, concernant les postes à pouvoir, vous êtes sans ignorer qu'on a vraiment un souci aujourd'hui en Côte d'Ivoire au niveau de la direction photo. Ben, je posais cette question à dessein, justement. Tout le monde s'improvise directeur photo, mais c'est hyper sensible. La direction photo, vraiment. Et comme il le dit... En quoi consiste le métier, justement, de directeur photo? Bon, le directeur photo, c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est éclairage dans le tournage, qui n'a rien à voir avec l'éclairagiste. C'est vraiment celui qui s'occupe de la lumière, de la température de couleur et tout ça dans la production. Moi, je voulais revenir sur le scénario. C'est quelque chose de très important. Sans scénario, il n'y a clairement pas de film. Est-ce que nous sommes obligatoirement obligés de se former à l'extérieur ou est-ce qu'on peut se former ici aussi en Côte d'Ivoire parce qu'il y a une manière d'écrire, il y a toutes ces choses-là? On peut se former localement, mais c'est juste qu'il faudrait qu'on puisse comprendre que la formation, elle est continue. C'est-à-dire, comme Olivier, moi aussi, j'ai mon bachelor, c'est un bac plus 4, plus 5, mais je continue à me former. Je n'hésiterai pas à aller quelque part là où il y a une formation, que ce soit à Yamoussoukro, à Paris ou à New York, une formation pour peut-être de courte durée, même de 2 semaines, d'1 mois, 3 mois, juste pour peaufiner mes compétences ou apprendre quelque chose que je ne sais pas. Voilà. Donc je me dis que pour la scénarisation, enfin nos scénaristes ici, déjà je dirais que l'écriture du scénario, c'est quelque chose de très technique. Il faut la maîtriser. Ça vient avec la maturité. Est-ce qu'il y a beaucoup de scénaristes localement, de bons et suffisamment de scénaristes? Comme elle le disait, c'est vraiment pour tous les corps. Hein. On a des personnes, mais il n'y en a pas en quantité en nombre limité. Et en théorie, ils devraient se vendre très cher alors ceux-là. Justement. Ouais, mais sauf qu'on ne paye pas bien, on l'a dit tout à l'heure, 150 cher. Ah bon? Olivier lui-même, il est scénariste et réalisateur. Moi, par exemple, aussi, j'écris. J'écris. C'est une de mes, une des compétences que j'ai aussi, j'écris. Mais ça, c'est quelque chose qui s'apprend, qui se développe, qui s'améliore avec le temps. Voilà. Pour être un scénariste, est-ce qu'il ne faut pas être un fou quelque part? Un peu fou, non? Il ne faut pas être un peu fou, il faut être fou. Créatif. Il faut être fou, oui. Il faut inventer quelque chose qui n'existe pas. Est-ce qu'il ne faut pas être, pour parler très ivoirien, être quelqu'un d'affairé à la base? Vous savez, les gens qui écoutent toujours ce que les voisins font. Moi, je dirais... Oui, la base, c'est ça, c'est l'histoire. Il faut pitcher quelque chose. C'est les Kwakwato. Il faut être curieux. Il faut avoir l'esprit ouvert. Il faut être ouvert d'esprit. Et puis, il faut être psychologue aussi. Ça, c'est de façon très enjolivée de dire Kwakwato, quoi, en fait. C'est le Kwakwato. Mais il faut être cultivé quand même. Parce que écrire un scénario, ça demande quand même... Tu ne peux pas écrire... Tu demandes... En tant que scénariste, on peut te demander, par exemple, d'écrire un film sur le monde médical. Et si tu ne sais même pas les thèmes, si tu ne sais pas des choses
choses qui sont dedans. Ça sera compliqué en fait. Alors, est-ce que du coup, vous faites appel à des compétences de façon ponctuelle de différents secteurs? Je sais par exemple que pour faire SWAT, que vous allez d'ailleurs suivre tout à l'heure sur NCI à partir de 20h30 la saison 2, ils font sûrement appel à des ex-agents des renseignements ou à des ex-agents de corps d'élite de l'armée et tout. Est-ce que vous faites appel à ce genre de compétences? Alors, en fonction de l'histoire de ton film, si par exemple tu écris un film sur, je ne sais pas, l'univers de la sur police, les pompiers. Voilà, sur les pompiers, tu vas devoir faire quand même une immersion dans leur univers. Tu vas devoir aller t'imprégner de leur réalité au quotidien, aller parler avec des pompiers, peut-être passer des journées entières avec eux pour essayer de comprendre leur vie, leur challenge, ce qu'ils vivent. Et se mettre à la place du pompier. Voilà. C'est-à-dire, tu veux vraiment te mettre à leur place et découvrir leur monde. Et tout ça, ça rentre dans la pré-production, c'est bien ça? Dans la préparation. En fait, vous avez plusieurs métiers. Vous êtes scénariste, mais si après il faut devenir pompier, il faut devenir médecin. Justement, c'est ça en fait. Pour les besoins du film. Voilà, Le problème aussi en Afrique, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a une seule personne peut occuper plusieurs postes. Et c'est ça. La double casquette sont très répandue. Scénariste, réalisateur. Mais ça, c'est un problème aussi. On peut en parler juste après la pub. D'accord? On en parle juste derrière la pub. Ce soir, dans la télé d'ici sur NCI, le cinéma avec Docteur Adiko, Alexandra Hamon et Olivier Koné, respectivement enseignants-chercheurs, actrices, productrices et réalisateurs. Et Docteur Adiko qui nous disait qu'en Côte d'Ivoire, tout le monde fait tout finalement. C'est pas normal. Oui. Non, normalement, c'est pas possible. Ah d'accord. Ah non, c'est possible visiblement, mais c'est pas bon. Non, c'est ce qui n'est pas. C'est ce qui est à bannir. Effectivement, il faut distinguer les postes, il faut se former. Mais il faut tuer les coups aussi, non? Vous avez besoin de tuer les coups quand même. Je m'adresse à la productrice. C'est bien d'avoir des gens multitâches, comme ça on sait qu'on ne paye pas trop cher. Non, moi je suis pas trop partante pour ce système-là. Pourquoi? Non, parce qu'il faut se spécialiser dans une chose et bien faire cette chose-là. Parce que à force de vouloir occuper 20 000 casquettes, à la fin, on ne sait plus ce que tu fais, tu vois, et tu deviens inefficace. On sacrifie la qualité peut-être aussi. Ouais, c'est ça. Olivier est d'accord ou pas, non? Non, je suis absolument d'accord avec ce qu'il dit. Non, parce qu'Olivier est réalisateur, scénariste. Ah non, je suis scénariste, réalisateur, certes, mais je ne suis pas scénariste sur les productions que je réalise, en fait. Okay. Après, ça peut arriver. Hein. Par exemple, un film d'auteur, très souvent, c'est le réalisateur qui l'a écrit. Après, ça, c'est pas très compliqué de mettre les deux casquettes. Mais après, je ne serai pas, par exemple, directeur photo, ingénieur son, et trucs sur maquilleur, sur mon plateau de tournage. Donc, il faut vraiment se spécialiser pour pouvoir être efficace. Ça vous affecte à quel point le fait que la plupart des salles de cinéma soient fermées, en dehors des salles majestiques? C'est un peu compliqué. Je prends par exemple le cas d'un film que j'ai réalisé, j'ai eu la chance de réaliser en 2017, L'Interprète. Avec Adi Touré? Oui, avec Adi Touré, L'Interprète avec Adi Touré. Et quand c'est passé dans les salles de cinéma, on a eu la chance d'avoir des entrées régulières pendant un mois. Elle a battu le record des entrées sur une certaine période. Sur certaines périodes, on a fait un mois de diffusion sur les salles de cinéma, mais malgré les un mois de diffusion, malgré le fait que les salles étaient toujours bondées, on était qu'à 17 000 entrées environ. C'est ça. Alors que si on avait plus de salles de cinéma, je pense que les entrées auraient été un peu plus nombreuses. Et donc, tant qu'il y aura de nouvelles salles, c'est bien. Je voulais vous parler, moi, du développement de Netflix, Amazon Prime, toutes ces plateformes-là. Est-ce que vous pensez que c'est bon pour le cinéma? Ça tend à développer le cinéma ou au contraire, ça tue le cinéma? Ah si. Je ne vois que du positif. Ah si quoi, ça détruit ou... non, parce qu'il y a deux questions là. C'est positif. Oui, l'avènement des plateformes de streaming, c'est que une bonne chose. Voilà, c'est que... c'est de bonnes nouvelles pour nous, pour tout le monde, tous les acteurs de la chaîne de production. Pourquoi? Parce que c'est une nouvelle fenêtre de diffusion. En dehors de la télé et de la salle de cinéma, la plateforme de streaming aussi, aujourd'hui, avec le nombre, par exemple, d'abonnés qu'on voit, comme vous l'avez dit, sur Netflix ou Amazon, c'est une nouvelle niche.
et une opportunité pour nous, vous voyez. Aujourd'hui, on parle par exemple de certains films qui ne sortent pas forcément dans la salle de cinéma, mais qui vont aller directement sur la plateforme de streaming. Voilà. Et je pense que ces plateformes sont conscientes de cette nouvelle niche. Alors elles tapent dessus, elles misent là-dessus, et ça nous permet à nous de nous donner plus d'opportunités d'écrire et de produire. Est-ce que du coup les productions sont moins coûteuses sur des plateformes comme Netflix, comme Amazon, ou bien les productions restent, le prix des productions reste le même? Quand vous dites production, c'est-à-dire moins coûteuse que les longs métrages, même si on. Non, je pense que c'est pareil. C'est la par exemple, diffusion. il devait être diffusé C'est la même en qualité qu'ils en demandent. qualité, oui. salle de Ils demandent cinéma. toujours de la qualité. Et donc D'accord. c'est... Par pareil exemple, tout à l'heure, quand vous avez montré ma démo, je suis à l'affiche d'un film qui s'appelle Fix Us, que j'ai tourné l'année passée, il y a exactement 1 an, au Ghana. C'est un film de Nollywood. Alors voilà, pour la petite histoire, c'est un film qu'on a tourné en 12 jours. Voilà, donc ça, c'est vraiment le modèle d'un film qui ne fait pas vraiment, qui va pas passer 6 mois dans une salle de cinéma, mais tout de suite qui est repris par Netflix et qui va peut-être faire, je sais pas, 1 an, 2 ans sur la plateforme. Est-ce que ta question, c'était peut-être cette espèce de théorie du grand remplacement, finalement? Est-ce que ça va remplacer les entrées en salle? Est-ce que c'était peut-être ça la question? Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Je pense que il y a deux salles de cinéma. Donc, il y a des inquiets. Voilà, parce qu'il y a Moi, je suis vraiment écoles. inquiet. Il veut rebondir. Nous qui sommes adeptes de la salle de cinéma. Ouais. Voilà. Mais si vous êtes adepte, il n'y a pas lieu de s'inquiéter alors. Je suis vraiment inquiet parce que Nexus, tout va basculer là-bas et les salles de cinéma qui sont en souffrance en Côte d'Ivoire ici va rester en l'état, je veux dire, parce qu'il faut une volonté politique pour d'accord, même mettre en si place. vous voulez mon avis, je pense qu'aller au cinéma, c'est une culture. Hein. C'est pas pareil. Il faut déjà la voir. Justement, on avait cette culture. Il faut la recréer, cette culture. Oui, voilà. Il y avait les salles de cinéma Paris, nos parents partaient au cinéma. Oui, mais pareil. Voilà. Il n'y a pas que Paris, hein. Il y a eu Et puis surtout, studio, nous sommes dans il y a une eu- société maintenant où on aime bien être à la maison, on met son petit Netflix, on est tranquille. Voilà, exactement. Alors qu'avant, on se préparait, on allait au cinéma et on allait on peut toujours le faire. Avant, Personnellement, moi, je pense qu'à court terme ou peut-être à moyen terme même, on n'a pas à s'inquiéter parce qu'il y a quand même la magie de la salle. Je veux dire, pour ceux qui ont l'habitude de sortir, aller à la... Pour les romantiques aussi, non? Oui, pour les romantiques. Il y a vraiment la magie de la salle qui est carrément différente d'un film qu'on regarderait sur un écran. Je pense que ça, pour le moment, c'est encore là. Il y a eu ces débats hein, quand on... Le home cinéma Non, pour les livres, justement, les livres consultables sur tablette et tout, on se posait la question. Et les adeptes du livre ont dit, mais non, c'est pas pareil. Avoir son bouquin, humer le parfum des feuilles... Et puis n'oublions pas que le cinéma, c'est toute l'expérience popcorn, s'asseoir, être dans le noir. Oui, mais on peut mettre le popcorn aussi à la maison, éteindre les lumières. Je dis ça parce que quand nous sommes, la population a envie vraiment d'aller au cinéma. Et justement, ce qu'Olivier disait avec l'interprète qu'il a tourné avec Adi, le ministère de la Culture a organisé des tournées dans les quartiers et vraiment sur des tentes. Et ça bondait du monde. Il faut rouvrir les salles. Il faut rouvrir les salles. Je pense qu'il faut qu'on multiplie le nombre de salles si possible. On en avait à l'époque, hein, ça c'est clair. Hein. Pour le seul district d'Abidjan, je sais pas moi, il y avait une bonne vingtaine. Quoi. Rien que la commune d'Adjamé, il y avait une dizaine de salles. Et vous voyez que par exemple au Nigeria, c'est ce qui fait le succès du cinéma, par exemple, à leur niveau. Parce qu'il y a énormément de salles dans toutes les communes, toutes les grandes villes sont bondées de salles de cinéma. De grandes salles. Oui, et de grandes salles. Vous avez parlé de tout, sauf de l'importance de la musique dans les tournages, dans le cinéma. S'il n'y a pas de musique, c'est il y a encore rien. une autre écriture. D'accord. On ne dégage pas la même émotion. Une scène peut partir du drame à quelque chose de triste. Juste parce que la musique aurait changé. Absolument. En fait. Donc c'est vraiment une écriture. Et je pense qu'aujourd'hui, comme je disais, on a vraiment des gens qui se spécialisent dans le mixage son. C'est encore très rudimentaire ici en Côte d'Ivoire. Ça fait que pour les grosses productions,
les producteurs sont obligés de partir à l'étranger. On entend des petites musiques là, c'est des notes de piano. Si. Bon, et c'est une écriture et c'est vraiment... Je n'ai rien contre Kevin, mais bon, de la T-Bun, mais bon, voilà, on a quelques petits sons de piano et sans plus. Après, peut-être que c'est l'occasion de lancer un appel à tous ceux qui font de la musique. Il faut qu'ils s'intéressent à la musique de film. Mais c'est surtout l'occasion de lancer en fait le kiff du jour en fait de l'INSEE. Ça parle de musique. Alors, ça parle de musique, c'est clair. Oui, on parle rap plus particulièrement avec le nouvel album de Damso. Je pense que vous avez dû remarquer dans Abidjan des panneaux publicitaires avec un fond rouge et un code-barre noir dessus. Eh bien, ça, c'est les affiches donc, du nouvel album de Damso. Ah, je savais pas. Et il a justement voulu, particulièrement développer son album ici en Afrique et il nous explique pourquoi. L'Afrique est toujours en retard. On pense toujours à elle en dernier. Comme si c'était logique, en fait. Alors que il y a plus de gens en Afrique qui parlent français qu'en dehors. Comme Kinshasa, c'est la ville où on parle le plus français au monde, avant Paris. Et je me dis, c'est des choses qu'on oublie. Et c'est dommage. C'est dommage, moi, ça me parle que l'Africain soit respecté autant que l'Européen. Il n'y a pas de différence. D'accord. Voilà, rendre son album disponible partout dans le monde. Démarrer de la promo de son album en Afrique plutôt qu'ailleurs, c'était primordial pour Damso. Je rappelle que son album QALF est disponible depuis vendredi, un album de 48 minutes. On retrouve des featurings avec Fally Ipupa ou encore le rappeur belge Hamza. Et puis, pour le moment, donc l'album de Damso est l'album le plus streamé au monde. D'accord. Merci l'INSEE pour ce kiff du jour. Et je vous fais partager également ce petit kiff en vidéo. C'est la reprise donc en studio de la célèbre musique de Ennio Morricone, Le Bon, La Brute et le Truand. On va regarder. Et puis, juste après la pub, n'oubliez pas, on sera rejoint sur la scène de la télé d'ici par la compagnie Mam Arts. Ce sera tout pour la télé d'ici ce soir, émission consacrée donc au cinéma en Côte d'Ivoire. Merci à Dr Adiko, enseignant, chercheur en cinéma et production audiovisuelle à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Merci à Alexandra Hamon, actrice et productrice, et également à Olivier Koné, réalisateur. Merci à l'INSEE et à Pierre. On n'oubliera pas évidemment de remercier donc les étudiants en psychologie licence 1 de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody qui nous auront accompagnés tout au long de cette émission. Et on vous laisse en compagnie de l'ensemble artistique Mam Arts. Entendez la maison des arts, la maison mère des arts plus précisément, une formation créée en 2004 à Abobo, à Keikwa, et qui est plutôt spécialisée dans le théâtre, la musique, la danse et le slam. Et ce soir, ils nous offrent d'apprécier la danse contemporaine axée sur la technique du contact improvisation de Steve Paxton. C'est la NKM Dance Spirit. Ils sont ce soir live sur la scène de la télévision. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Yo,
La compagnie Mam Art, merci de les applaudir. Absolutely good job. Bravo. Bravo. Vous avez quel âge? 14 ans?